à toutes et à tous. La commission Shaked, c'est le nom de cette commission parlementaire qui tente en ce moment même d'élaborer un projet de loi qui pourrait révolutionner la société israélienne en instaurant, et ce serait une première, l'obligation pour les jeunes ultra-orthodoxes d'effectuer un service national, militaire ou civil. L'objectif affiché, instaurer une véritable égalité des devoirs entre tous les jeunes Israéliens et intégrer progressivement ce que l'on appelle les hommes en noir au monde du travail. Cet objectif sera-t-il atteint, ne serait-ce qu'en partie, par les projets de loi? Au-delà de la commission Shaked, quelle devrait être la place des communautés ultra-orthodoxes dans la société israélienne? Pour en débattre avec nous dans la presse cette semaine, Aviram Golan, écrivaine et éditorialiste au quotidien Haaretz. Nicolas Rosenbaum de Kol Israël, la radio publique israélienne. Merci de nous avoir rejoints. Nicolas, c'est votre première parmi nous. Et Daniel Haïk, consultant pour i24 News. Et aussi, et c'est à ce titre que nous vous avons invité, Daniel, rédacteur en chef de l'édition en français du journal Hamodia, une publication liée à une partie en tout cas du monde ultra-orthodoxe. Merci à tous les trois. On lance le débat tout de suite après les explications de Cyril Amar. Ils y échappent depuis bientôt 66 ans. Mais le kaki de l'uniforme militaire pourrait bientôt se substituer au noir des redingotes de ces quelques 60 000 jeunes ultra-orthodoxes d'Israël, les Haredim. Exemptés de service militaire depuis la création de l'État pour se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah, les ultra-orthodoxes sont aujourd'hui dans le collimateur d'une société israélienne qui réclame un partage plus équitable du fardeau national. En 2012, la loi Tal qui officialisait l'exemption a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Un an plus tard, le gouvernement Netanyahou a approuvé un projet de loi visant à obliger les jeunes hommes de cette communauté à effectuer un service militaire ou civil. Une législation répressive conjuguée aux coupes dans le financement des écoles talmudiques, opérée par le très laïque ministre des Finances Yair Lapid. Il n'en fallait pas plus pour faire descendre dans les rues les membres de cette communauté ultra-conservatrice. C'est que rarement la constellation parlementaire en Israël n'avait été aussi propice à la réforme. Écartés de la coalition gouvernementale par le tandem Lapid-Bennett, les deux étoiles montantes de la politique israélienne, les partis ultra-orthodoxes auront en effet du mal à peser. Et si au sein du gouvernement les positions divergent sur la nature des sanctions infligées aux réfractaires, l'enjeu fait consensus. L'intégration de ces hommes en noir, qui en 2050 représenteront près d'un quart de la population israélienne, passe inexorablement par le service national. Voilà, donc au moment où nous parlons, la commission Shaked planche sur ce projet de loi qui devra être proposé dans les jours qui viennent au gouvernement. Alors Daniel, je me tourne vers vous. Vous dirigez, donc je le répète, l'édition en français d'un journal qui est proche d'une partie de ce milieu. Je crois que ce sont les cours chassidiques qui dirigent le journal Hamodia. Dans quelle mesure l'inquiétude dans ce milieu-là est-elle réelle, ou est-ce que l'on n'a conscience que finalement cette loi n'apportera pas de réel changement? Parce que lorsqu'on l'observe à la loupe, comme l'a fait le journal Haaretz il y a quelques jours, on se rend compte que véritablement un vrai changement n'est pas pour demain. Et je dois vous dire, oui, que dans le monde orthodoxe, on n'est pas particulièrement inquiet. La preuve, c'est que lorsqu'on parle des manifestations, on a vu quelques images de manifestations, on sait que le monde orthodoxe, lorsqu'il veut se mobiliser, il est capable de faire descendre dans les rues des centaines de milliers de personnes. Dans les manifestations auxquelles on a assisté ces derniers jours, c'est des manifestations de 1000 ou de 2000 personnes qui sont le reflet d'un conflit interne entre plus radicaux et moins radicaux au sein même du monde ultra-orthodoxe, de ce que l'on appelle en Israël les Haredim. On n'est pas inquiet aussi parce qu'on a lu la loi, la proposition de loi qui a commencé à être débattue à la Knesset et qui doit être débattue dans les prochains jours aussi. C'est une proposition de loi qui parle d'un enrôlement des élèves de yeshivot à partir de l'âge de 24 ans. Alors lorsque l'on connaît le monde orthodoxe, on sait que par exemple, à 24 ans, un jeune orthodoxe est déjà dans 90% des cas, déjà marié, il a déjà des enfants, et donc naturellement, il ne pourra pas faire de service militaire véritable, et donc un service moins significatif. Et puis ça va coûter très très cher à l'armée. Et le dernier point, c'est que on comprend, et c'est ce que disent beaucoup de responsables orthodoxes, on comprend que finalement, on n'est même pas certain que l'armée israélienne veut absolument que l'ensemble des orthodoxes se mobilisent. Imaginez que tous les élèves d'une yeshiva
des yeshivot se mobilisent. Il y a des élèves des yeshivot de multiples tendances. On a l'impression que le monde orthodoxe est homogène, mais il ne l'est pas véritablement. Il y a les chassidim, il y a ce que l'on appelle les lituaniens. Chacun a par exemple son mode de consommation alimentaire, de cache-route, de produits cachers. Pour l'armée, c'est un véritable casse-tête qui pousse d'une certaine manière l'armée à ne pas vouloir véritablement l'enrôlement de l'ensemble des élèves. Si je comprends bien, c'est une loi dont les orthodoxes ne veulent pas, dont l'armée ne veut pas vraiment, dont personne ne veut. Alors c'est une loi pour rien, Avirama. Non, c'est la politique. C'est de la politique du côté de Yair Lapid. C'est tout simplement cela. Parce que c'est une manière politique très très vaine, à mon avis, de montrer la force de Yair Lapid au sein du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la réalité israélienne. Mais le fait israélienne. que tant de gens aient soutenu Yair Lapid, ça signifie aussi que pour un très grand nombre d'Israéliens, cette injustice, parce qu'il faut parler d'injustice quand même, n'a que trop duré. Bien, on peut voir l'autre côté de ce problème. L'autre côté de ce problème, c'est la tension qu'on a parmi les groupes différents de la société israélienne. Alors que les Haredim, et que c'est vrai que Daniel a dit, il n'existe plus cette groupe homogène de Haredim qu'on voit de l'extérieur. D'accord, bon. C'est un groupe beaucoup plus hétérogène que ce que l'on considère, mais tout de même, ce qui les particularise par rapport à leurs camarades du même âge et qui sont soit sionistes religieux, soit laïcs, c'est qu'ils n'ont pas à risquer leur vie et à perdre 3 ans de leur vie pour la défense de l'État dans des conditions qui sont souvent difficiles. Il y a quand même une injustice qui est criante. C'est vrai, c'est une injustice criante, tout ça c'est vrai, mais de l'autre côté, il faut vraiment penser de la société, de l'avenir de la société. Le problème le plus sévère, plus grave à mon avis, c'est que tous ces jeunes gens ne travaillent pas et qu'ils n'ont pas ni profession ni l'éducation qui peuvent leur aider pour travailler, pour assister au marché de travail. Et c'est pas seulement les Haredim, c'est pas seulement les orthodoxes. Il y a aussi la population des Arabes israéliens qui font pas le service armé. Il faut rappeler que s'ils ne travaillent pas, c'est parce que la loi interdit à des gens qui ont déclaré qu'ils consacraient leur vie à l'étude de la Torah d'exercer une activité professionnelle. Alors la solution à ça, c'est leur faire participer au marché de travail par une loi qui leur donne le service civil. Sans obligation de... Sans obligation. Non, parce que là, l'injustice dont je parlais tout à l'heure, elle reste dans une société israélienne dans laquelle l'armée devait être le creuset, qui est très militarisé. Alors effectivement, tout le monde doit passer par ce creuset. Mais aujourd'hui, peut-être que la société israélienne n'est plus aussi militarisée qu'elle l'était dans le passé. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire absolument ce passage dans on va dire le cocon militaire ou le passage militaire pour une armée professionnelle. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a une armée professionnelle, ça veut dire en tout cas qu'il y peut y avoir. Et en particulier, lorsque l'on parle d'État juif, lorsque l'une des revendications du Premier ministre israélien est de dire on veut un État juif, on veut que les Palestiniens eux-mêmes reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. Les orthodoxes disent oui. C'est pas un État orthodoxe. Oui, mais alors les orthodoxes disent oui, un État juif, mais alors quel contenu donner à cet État? Et dans un État juif, dans toutes les constellations, il y a toujours eu dans chaque époque, même lorsqu'il y avait dans les tribus d'Israël dans le désert, il y avait ceux qui étudiaient et il y avait ceux qui combattaient. Si l'État juif selon Herzl prévoyait qu'autant de jeunes gens soient... alors l'État juif selon Herzl, on n'est pas certain que Herzl s'y retrouverait dans l'État juif. Vous allez trop loin, vraiment, c'est très très simple. On peut vraiment créer une armée plus professionnelle, on peut payer plus aux soldats qui font le service. Annuler le service militaire pour tout le monde, les obligations militaires. Il ne faut pas annuler, il y a la loi et la loi est très 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 simple. Il faut que tous les Israéliens en arrivant à l'âge de 18 ans fassent les services d'armée, sauf eux qui ont la permission, sauf eux, qui devront à partir d'un moment faire le service civil pour les Juifs orthodoxes et pour les Arabes. J'aimerais tout de même que Nicolas Rosenbaum s'exprime, il ne l'a pas encore fait. Oui, et vous savez, en Israël, il y a un tiers de la population qui sert
dans les rangs de Tzahal, un tiers qui travaille et aussi un tiers qui paye ses impôts. Malheureusement, c'est le même tiers, ce sont les mêmes gens. Et c'était en fait la cause un petit peu, ou un des thèmes, disons, de la fronde sociale de l'été 2011, parce qu'on a tendance à oublier, c'était aussi des réservistes qui protestaient contre cette injustice, cette inéquité vous dites en effet que les orthodoxes ne payent pas les impôts, les arabes ne payent pas les impôts, et puis non, ça alors vraiment si vous voulez bien, le problème existe depuis 1949 quand Ben Gurion a accordé à 400 seulement membres étudiants d'instituts talmudiques le droit de ne pas servir dans l'armée et d'être exemptés de service militaire. Maintenant, les choses ont changé, les nombres sont beaucoup plus grands et du point de vue démographique, c'est vrai ce que vous disiez que tout à l'heure que en fait l'armée n'est peut-être pas très intéressée à recruter ces gens, mais si on parle si on se penche vers l'avenir, si on regarde ce qui va se passer dans 20 ans, eh bien du point de vue démographique, les choses seront complètement différentes. Et alors l'armée les jeunes Israéliens, les réservistes qui se considèrent comme des espèces de pigeons de la société israélienne parce qu'ils doivent tout faire, eh bien ils vont dire qu'ils en ont ras-le-bol et ils vont changer les choses. Il faut revenir sur les raisons. Nicolas a parlé de Ben Gurion. Ben Gurion a compris la requête des rabbins à l'époque en 1948 lorsqu'il n'était que 400. Il faut savoir pourquoi. Quand est-ce que cela a changé ? Ça a changé sous l'impulsion, avec l'arrivée du Likoud, de manière assez paradoxale, on ne le sait peut-être pas vraiment, mais les quotas étaient maintenus jusqu'en 1977. C'est-à-dire, en 68, j'ai vérifié, il n'y avait que 800 élèves qui étaient dispensés de service militaire. Pourquoi ça a changé ? Parce que les orthodoxes sont entrés dans la coalition gouvernementale avec Menachem Begin, et qu'à ce moment-là, on a changé, on a modifié les quotas. Avec deux extraits de tribune parus ces derniers jours dans la presse israélienne. On commence avec Shalom Yerushalmi dans le Ma'ariv. Shalom Yerushalmi, la nouvelle loi sur la conscription des ultra-orthodoxes est la plus souple qui n'ait jamais été formulée. Aucun autre groupe de la population israélienne ne peut se targuer d'avoir de tels privilèges. Il s'agit d'une occasion unique pour cette communauté d'enfin s'intégrer à la société israélienne. Et c'est effectivement de cela dont il s'agit. Et puis, l'avis de Yossi Yehoshua dans le Yediot Achronot, la nouvelle loi sur la conscription est un cuisant revers pour Tzahal. La Knesset peut bien ordonner la conscription de milliers de jeunes ultra-orthodoxes pour l'armée. Il s'agit avant tout d'un fardeau. Alors j'aimerais remettre en cause remettre en cause cette idée générale, à savoir que l'armée ne veut pas de ces jeunes gens. Je sais que les jeunes ultra-orthodoxes qui servent, que ce soit dans le Nahal Haredi ou dans les unités de renseignement, où il s'avère que certains sont des petits génies de l'informatique dans le renseignement, ou dans les unités de l'armée de l'air en tant que mécaniciens, eh bien l'armée est confrontée à un réel problème de main-d'œuvre et l'arrivée de ces nouvelles recrues. Il y a un point qui est quand même assez frappant, parce qu'on parle tout le temps de Haredim, d'ultra-orthodoxes, mais si on parlait un instant des sionistes religieux, ces jeunes qui ne servent que 16 mois à l'heure actuelle. Les sionistes religieux qui sont liés au système des absolument, 16 mois, et qui peut-être vont servir maintenant 17 mois. C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux, parce que ce sont les jeunes qui sont les plus motivés. Ce sont les jeunes qui sont les plus motivés. Dans certains cas, ce sont les enfants des colons en Cisjordanie, et donc ils veulent. Ils provoquent. C'est le paradoxe, parce que on parle beaucoup de l'enrôlement des élèves des yeshivot orthodoxes, mais lorsque les élèves des yeshivot esder, qui sont sionistes et qui sont religieux aussi, grimpent dans la hiérarchie militaire, eh bien on dit attention, nous allons avoir une armée religieuse qui va combattre selon les paramètres de la Torah et pas selon les paramètres d'une démocratie. Et là, il y a une autre problématique à laquelle de nombreux officiers supérieurs de l'armée israélienne qui portent une kippa aujourd'hui est soumise. C'est une autre problématique. D'un côté, on veut que les orthodoxes se mobilisent. D'un autre côté, on ne veut pas que les religieux grimpent trop facilement dans la hiérarchie. Le véritable paradoxe, c'est que ces jeunes ne peuvent pas effectuer un service militaire. Là, vous parlez tous en même temps, ça va pas, Nicolas. Le véritable paradoxe, c'est que ces jeunes qui sont les plus motivés qui existent en Israël ne font pas un service militaire complet. Il faut au contraire, il faut leur permettre de servir 4 ans. D'accord.
D'accord. Donc, c'est le preuve même que c'est rien que la politique. Pourquoi ça va être comme ça et ça va rester comme ça? Parce que Abay Yehoudi représente exactement les colons. Avirama a raison, c'est la politique. De l'autre côté, il y a un tango. On voit maintenant c'est quoi, et qu'il s'agit toutes ces lois Shaked ou la loi d'égalité de service, c'est un tango entre Yair Lapid et les orthodoxes. C'est peut-être pas une loi parfaite, mais qu'est-ce que vous préconisez? Le statut personnellement, moi je préconise ce qu'a fait David Ben Gurion. On parlait de David Ben Gurion, mais attendez, pardon, laissez-moi. David Ben Gurion, avant la création de l'État d'Israël, pour prouver que c'était un leader d'envergure, s'il était besoin de le prouver, est allé voir l'une des sommités rabbiniques les plus importantes de l'époque en 1947. Il s'appelait le Chazon Ish, et ils se sont assis ensemble pour essayer de voir comment juifs, laïcs et religieux allaient pouvoir, et orthodoxes allaient pouvoir vivre ensemble dans cette société. Donc c'est un vieux débat, c'est un vieux problème. La réponse à cette question, c'est que rien ne peut se faire de manière coercitive. Il ne faut rien imposer aux orthodoxes. Si l'on impose quelque chose aux orthodoxes, ils ne le feront pas. Ils seront prêts à aller à l'armée, en prison, plutôt que de s'enrôler de manière forcée. Ça doit se faire dans le dialogue. On reprendra le débat dans la seconde partie. Désolé, Avirama et Daniel. L'heure est venue du journal sur iTunes for News. On vous retrouve dans quelques minutes.